La première chose que j'ai vue, c'est une grande quantité de sang. Cet individu a de l'avance sur nous. Il commet ses homicides et on n'a pas encore réussi à le rattraper. Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse se passer une chose pareille dans mon bureau. On avait affaire à un suspect dont la description était très vague. On cherchait une aiguille dans une botte de foin. Tout le monde était à cran, parce qu'on ne savait pas comment ça allait se terminer. Et là, on s'est tout de suite dit, OK, c'est parti. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Quel est le lien? Qu'est-ce qui relie toutes ces personnes? Sa haine était implacable. There's a lady, she just came running up to me and she's bleeding. There was blood coming, dripping from her face. She just laid down on the ground. Is anybody able to make contact with her? She's non-responsive. I cannot get her to speak. Is she breathing? I cannot tell if she's breathing. Oh my God, I don't even know if she's alive anymore. She's covered in blood and I think she's dying, ma'am. Une unité de la police de Scottsdale se rend immédiatement sur les lieux. Un immeuble de bureau du centre-ville. Tout ce qu'on avait comme information en allant sur place, c'était que la femme était couverte de sang, qu'elle perdait beaucoup de sang au niveau de la tête ou du visage. Quand on fait ce genre d'intervention, on ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'elle a été frappée? Mais quelqu'un qui saigne au niveau de la tête, ça n'augure jamais rien de bon. Alors on s'attend à tout et à n'importe quoi. La première chose que j'ai vue, c'est une grande quantité de sang sur le trottoir. Je vois une femme qui est allongée face contre terre. Je comprends tout de suite que ça ne va pas être une intervention banale. À ce moment-là, comme le veut la règle, on active la caméra d'intervention. Le but principal est de figer la scène. On crée en quelque sorte un instantané de ce que l'on voit. En gros, elle est allongée dans une grande mare de sang et elle ne bouge pas. Je vois que la mare s'agrandit et qu'elle a une blessure au niveau de la mâchoire. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'elle avait été blessée par balle. Voir quelqu'un dans cet état n'est jamais facile. J'ai éprouvé un sentiment d'impuissance. Notre mission est de résoudre des problèmes. Et lorsqu'on ne peut pas le faire, cela crée ce sentiment d'insatisfaction. Les policiers apprennent rapidement le nom de la victime. Valeria Sharp. Valeria était mon assistante juridique. Elle venait d'arriver de Portland. Je ne la connaissais que depuis 1 an. Je commençais seulement à mieux la connaître, à connaître sa famille. Elle adorait parler de ses enfants et de son mari. Elle était intelligente, consciencieuse. Elle avait le meilleur des tempéraments. Elle restait calme, quoi qu'il arrive. Dans les procédures de divorce, il y a beaucoup d'émotions. Elle était donc la personne idéale pour gérer tout ce qu'elle avait à gérer. Sur place, Michael Haas continue son enquête pendant que l'équipe médicale prend en charge Valeria. Where'd she come from over here? I don't know. Yeah, I kind of hang away too. À ce moment-là, je suis toujours seul. Et je me trouve à une 50aine de mètres d'une victime blessée par balle, face à la porte ouverte d'un immeuble de bureau.
2L35 to responding units. I got an open door over here. I don't know if it's a condo or an office. And based on her injury, we might want to check over here. Quand je me dirige vers la porte, des milliers de scénarios me traversent l'esprit. Y a-t-il d'autres victimes à l'intérieur? Le suspect est-il à l'intérieur? C'est évidemment l'inquiétude principale. Me voilà devant la porte ouverte. Sur la poignée intérieure, il y a du sang. Et ça semble être l'empreinte d'une main. Je vois du sang sur le sol à l'intérieur du bureau. Il s'est passé quelque chose de grave. On apprend que c'est un cabinet d'avocats. On est en plein jour. On songe à différents scénarios. On essaie de trouver des explications. Pourquoi ce cabinet en particulier? Okay, I'm gonna head around the other side then, if you guys are good here for a second. Okay. How you doing, sir? You mind just stepping out? Les policiers vont devant le bâtiment. Ils découvrent un homme qui en sort. Is anybody else inside that building? I just stopped by to look at some paintings. I don't think anybody in there. I yelled hello. 236. I'm gonna be out with one subject in the building. So, how long were you inside for? 10 seconds. I just walked in and said, hello, it's a painter. I got no response. 236. He's saying he's a painter. He just walked in there a minute ago. Is the door open when you arrived? Yeah, it's wide open? Okay. Just step back this way, sir. Keep your hands where I can see them. Le policier qui a fait le tour interpelle l'homme. Il vérifie qu'il n'a pas d'arme et l'interroge pour savoir pourquoi il est là. Est-ce qu'il fait là? Just have a seat right here, sir. C'était en fait un peintre que le cabinet d'avocats avait engagé. Il était juste au mauvais endroit au mauvais moment. L'équipe spéciale d'intervention arrive sur les lieux et pénètre à l'intérieur du cabinet d'avocats. Clear over here. This room and then the hallway goes that way. A number of little dots out. We'll take this part out. The next thing I need to do is chance iron and fix that room. Okay. You guys dump the reception in. Okay. What's this? Nice and slow. Dans ce genre d'intervention, le niveau de stress est très élevé. Take this next one left. You ready? I'm about to dump in there. D'autant plus qu'on ne sait pas si le suspect est toujours là. She's gonna dive in. I can see the dead wall. She's gonna come dead wall, and then she's gonna go hard right back in with her and cover the rest of this. Okay. Go ahead. Y a-t-il d'autres victimes? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est fini? Get it behind desk for me. There's a woman face down. We got someone else face down here. Bleeding. Yep. Shell right here too. Okay. We're gonna cover cross cover here. Watch the blood here. L'unité spéciale d'intervention découvre une deuxième victime, qui se trouve dans le même état que celle que j'ai vue dehors. Elle est allongée dans une mare de sang. Ma'am, can you hear us at all? Ma'am? Can you see where her wound is? Upper back? We need to update the search. Currently clearing this office building. There's another person down inside the office building, currently unresponsive. We're still clearing to get up to them. Notify fire and have them stand by to come in. La deuxième victime est rapidement identifiée. Il s'agit de Laura Anderson, une autre assistante juridique du cabinet. Laura travaillait dans notre cabinet depuis une bonne dizaine d'années. On la connaissait tous très bien.
Tous les avocats me comprendront. On a tous eu une assistante juridique plus intelligente que nous, qui travaillait plus que nous et qui aurait dû être avocate. Chez nous, c'était Laura. Laura avait l'esprit vif. Elle était très compétente. Elle était douée dans tout ce qu'elle décidait d'entreprendre. Dans le cabinet d'avocats, l'équipe médicale des pompiers de Scottsdale a pris Laura en charge. No pulse. All right, continuing compressions. I'm getting some blood out of this chest wound. I'm sorry, so do you say we're looking like a no-go on the ambulance? Bien que les pompiers aient essayé de la sauver, la victime est décédée sur place. We're calling it, sir. And King 28 update. They're actually pronouncing 901 now. On apprendra ensuite que l'autre victime est morte à l'hôpital. So as of right now, it looks like double homicide. The body that's inside, there was no gun around her. She looked like she was shot while walking down the hallway. As of right now, we got no gun. Several shell casings, but I'm not seeing a gun yet. On a maintenant 2 victimes qui ont été tuées par balle. Coming out. Et un tueur en cavale. Quelques minutes après leur arrivée sur les lieux, les inspecteurs de la police de Scottsdale enquêtent désormais sur le double homicide de Valeria Sharp et de Laura Anderson. C'était malheureux, triste, tragique, horrible. Personne ne devrait être victime d'un meurtre. Je me rappelle ce terrible sentiment de culpabilité que j'ai toujours. Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse se passer une chose pareille dans mon bureau. Mais malgré les efforts déployés, les enquêteurs peinent à trouver une piste. Au début de l'enquête, on ignorait les raisons pour lesquelles ces femmes avaient été tuées. S'agissait-il d'un cambriolage, de quelqu'un qui en voulait au cabinet d'avocats, ou qui leur en voulait personnellement? On n'avait absolument aucune information cet après-midi-là. Tout ce qu'on savait, c'était qu'on avait 2 victimes mortes et beaucoup de questions sans réponse. Hey, anyone talk to you yet? A little bit, but... No, yeah, a little bit. Okay. Actually, the woman there sitting saw more than I. I was sitting on the back of my rib here. Okay. Au début de cette enquête, on ne disposait d'aucune piste. On n'avait aucun suspect. Il fallait donc ratisser très large. Et parler à des témoins est essentiel à ce stade pour tenter de reconstituer le fil des événements. And all of a sudden I see the limo driver lady get out of the car. I see her door open. She goes, oh my God. And then I looked and I see the lady on the ground, the victim on the ground, face down, blood all over. And I thought that she landed on her nose and busted her nose kind of thing. Yeah. That's all I saw. But as I was witnessing it, she was trembling like she was having... Did you actually see her fall down? No, sir. Il est absolument crucial qu'on parle au plus grand nombre de personnes possible afin de dégager des pistes à suivre. So you were out for a stroll then. What did you see when you went out for a stroll? Basically, I was just walking on that side of the street, and I saw her come running out from this street, and I mean, I could tell that she was not, like, there was something wrong with her. She wasn't, like, running up the street. She was kind of, like, struggling. But she was running in the street? Yeah, she was running in the street, and then she hit the side of that bus, and then sort of went around, and I don't know if she knocked on the door, but then she fell to the ground. And you were on the other... Yeah. You were on the sidewalk. I was sort of like right where that palm tree thing is. On espérait que quelqu'un ait vu quelque chose, mais ça n'a pas été le cas. Did you hear anything during the day? I left at 8:30, or I got here at 8:30, but at 12 o'clock I went to do the deposit, and I came back, and you just aren't aware of your surroundings, but didn't notice You weren't anything. gone very long at noon, I was no? gone just for maybe half an hour. Yeah, it was after that then. Okay, yeah, So I was back about after, in the afternoon, you didn't hear anything?
So you got here at 2:20, and you parked and then just went inside? Yes. Okay, did you notice anything weird or odd? Nothing? Okay. When you got here, did you notice anything out of the ordinary, anything odd or strange? No. There was just a handful of cars here like there usually are. I didn't see anything out of the ordinary. Okay, and you didn't hear anything out of the ordinary, so nothing that stands out to you whatsoever? Not at all. Ce qui était difficile dans cette situation, c'était le fait qu'on n'ait pas de mobile apparent. Quand d'emblée, on n'identifie pas le mobile, on ne sait vraiment pas à qui on a affaire, ni ce qui motive le coupable. C'est alors que les enquêteurs de Scottsdale reçoivent une visite inattendue. Alors qu'on est encore sur place, 2 policiers de Phoenix viennent nous trouver. Ils s'intéressent aux premiers éléments de notre enquête. Il se trouve que la police de Phoenix a également ouvert une enquête pour homicide la veille. La veille, un expert psychiatrique réputé, Stephen Pitt, est abattu en plein jour, à 20 km de là, à Phoenix. Monsieur Pitt a succombé à ses blessures. Et ce qu'on a appris, c'est que le type de balle utilisé sur les 2 scènes de crime était de la même marque. Le meurtrier de Stephen Pitt était très probablement le même que celui de Valeria Sharp et de Laura Anderson. Et là, on s'est tout de suite dit, OK, c'est parti. Les enquêteurs de Scottsdale apprennent également que les policiers de Phoenix disposent d'une description du tueur. Les témoins avaient décrit un homme blanc coiffé d'une casquette qui s'était dirigé vers Monsieur Pitt et l'avait abattu. Donc au départ, la police de Phoenix a suivi un certain nombre de pistes en se basant sur le portrait dressé grâce aux témoins. J'avoue que c'était un peu stressant. On avait affaire à un suspect dont la description était très vague. Un homme blanc qui pouvait être à peu près n'importe qui. On cherchait une aiguille dans une botte de foin. Quelques instants plus tard, Elizabeth Feldman arrive à son bureau où se sont déroulés les 2 derniers meurtres. J'ai reçu un premier SMS de mon associé concernant Steve Pitt. On avait déjà fait appel à ses services, on le connaissait. Et puis tout à coup, elle m'a envoyé un autre SMS pour me dire qu'il se passait quelque chose au bureau. Les enquêteurs interrogent Elizabeth sur les relations qu'entretient son cabinet avec Stephen Pitt. So the last time you used Mr. Pitt was 10 years ago. Was there anything more recent? No. Or anything that's still going on in litigation? Nothing? Not for me. Quand on a commencé à comparer ces 2 affaires, on n'a pas pu mettre en évidence, au départ, quelqu'un qu'on puisse relier au meurtre de Stephen Pitt et à ces 2 meurtres. Il n'y avait personne en particulier qui attire notre attention. Donc, essayer de trouver des éléments qui se recoupent entre ces 2 affaires était une tâche qui s'annonçait très difficile. Oh my God. Got to 911. Do you need police, fire, or medical? Medic. I believe my husband shot himself. You believe he shot himself? Yes. Well, I got some help on the way. Can you see him? Yes, he's in his office. He's hunched over on the sofa, and there's a bullet casing. Oh, God. On a eu l'appel d'une femme qui avait trouvé son fiancé mort dans son bureau. Au départ, elle ne savait pas si c'était un suicide ou autre chose. Mais mon instinct me disait que ces affaires étaient liées. Cet individu a de l'avance sur nous. Il commet ses homicides et on n'a pas encore réussi à le rattraper. Une fois sur place, les policiers apprennent que la victime est Marshall Levin, un psychologue.
go after him. Scottsdale Police Department, anybody inside? Announce yourself now! He is injured, but there's some stimulus, okay? Still need to be safe about this. Copy. Another case there. Can you go back outside with him? Yeah. Where's the gun? Yeah, no, I see the shells. I don't see the gun. Bullet holes in the walls as well, guys. Then you have the 2 holes here. And it looks like there's a hole back here. Got 2 on the top of his shirt collar. Looks like exits. Oh, yeah, right there. You can see those already? Looks like exits 2. Another case there. So either he got nervous and missed, or he was killed. Yeah. Hey, Eric, on the other prior homicide, what kind of casing was it? It might be related. Yeah, he's a psychologist. At this point, À ce moment-là, on a des frissons dans le dos. we're really starting to be. On commence vraiment à s'inquiéter. Who's doing On se this? demande qui commet ces meurtres, quel est le lien. On a un cabinet d'avocats, un expert psychiatre reconnu, et maintenant un psychologue a été tué. Cela ne fait qu'ajouter à la complexité de l'affaire et on continue de se demander qu'est-ce qui relie toutes ces personnes. What's the last name? Oh, right there, probably. Oh, Levine? Marshall. Yeah. Marshall Levine était un psychologue basé à Phoenix. Il s'était installé dans la région quelques années plus tôt et vivait avec sa fiancée à l'époque. Il avait travaillé dans une faculté privée où il était psychologue auprès des étudiants en infirmerie. Il l'adorait et trouvait que c'était un psychologue formidable qui se dévouait totalement à ses patients. Ils avaient perdu quelqu'un qui comptait énormément pour eux. À l'extérieur du bureau, les enquêteurs interrogent la fiancée de Marshall Levine, qui a appelé les secours. I'm going to be spending some time with you, okay? That's fine. What time did you get here? I just got here. I called. Yeah, he was supposed to be home about 5 or 6 o'clock. Okay. I came over here. I saw his car. I was like, okay, good. Maybe he's with, a patient. And the door was unlocked when I walked in. And then I saw him on the sofa, and I thought maybe, his blood sugar was low or something. And then as I got closer, that's when I saw the casing on the sofa. Has he been having issues lately? I mean, we've had, just normal stuff, but no indication that anything like this would have happened. He just does marriage counseling, or is there? He does like life coaching and relationship counseling. Does he ever do work with attorneys? He hasn't since he's been here in New Jersey. He would have. Elle n'a pas pu nous fournir le moindre détail, la moindre information qui puisse nous mettre sur la piste du coupable. Bien que les enquêteurs n'aient pas pu identifier de suspect, ils apprennent que les douilles retrouvées sur cette scène de crime sont identiques à celles des meurtres précédents. On avait des preuves balistiques qui reliaient ces 3 scènes de crime. Ça changeait absolument tout. On avait identifié les victimes, on savait qu'elles avaient toutes été tuées avec la même arme, mais on ignorait pourquoi elles avaient été abattues. On ne savait donc pas qui pouvait être la prochaine victime. On était revenu à la case départ. Tandis que les enquêteurs passent la scène de crime au peigne fin, dehors, des policiers interrogent le voisinage. Une fois qu'on a établi qu'il s'agissait bien d'un autre homicide, la procédure est la même. On commence par faire le tour du quartier à la recherche de témoins, de caméras de surveillance, et nos hommes ont fait du bon travail. Ils ont découvert qu'il y avait un camping-car dans la zone industrielle à côté du bureau où on se trouvait. Northwest of the crime scene was like a mobile camper that's got writing all over the windows. Hey, can you put both hands out for me, partner? Oh, yes, sir. All right, just come on, step down for me real quick if you could. Ils ont pu parler à l'homme qui vivait dans le camping-car. Are you the only one in there? Yeah. Do you mind just real quick, just turn around for us so we can see your whole waistline? Thanks, man. Just keep turning. Keep turning for us.
All right. You just go ahead and put your hands down. See this curb over here? I'm gonna have you come over there and take a seat for us, okay? Yeah, right here. No weapons on you? No. Keys, wallet, cell phone. Just grab a seat for me if you could, man. What's your name? Ce n'est pas un quartier résidentiel. C'est une petite zone industrielle. Ce n'est pas le genre d'endroit où je me serais attendu à trouver un camping-car, et encore moins avec quelqu'un qui vivait à l'intérieur. Alors, est-ce que cet homme était impliqué? On ne savait pas quoi penser. Okay. Do you live here? No, I have an office right over here in this corner. It's Okay. You work in this? Yeah, no one else is in there. Mind if we check real quick? Yeah, go ahead. It's a bit of a mess, but... C'est un homme blanc. Il correspond en gros au portrait qui a été dressé. Cela fait de lui immédiatement un suspect potentiel qu'il faut interroger afin de déterminer s'il est impliqué ou pas. So you work here? Yeah, I'm self-employed. Yeah. What's your practice? I'm not familiar. What is that? It's like graphic. What's your business called? Il ne répondait pas aux questions tout de suite, ou pas aussi vite qu'il aurait dû. Il ne nous donnait pas les réponses immédiates qu'on aurait voulu. Il fallait donc qu'on sache à qui on avait affaire au plus vite. I live down in Mesa. Okay. How come you're sleeping here and not in Mesa? So I don't have to drive an hour and a half. Just wait a second. Tonight. I got here about... Understand you're not into trouble. We just need you to be really honest about us. Honest with us because we're investigating something that happened nearby here. Oh, yeah, I'm just trying to remember. Like 5 p.m., maybe? Okay. En parlant avec lui plus longuement, on a compris que c'était un entrepreneur qui travaillait dans le quartier où il avait un bureau et qu'il utilisait son camping-car comme pied-à-terre. On l'a donc très vite écarté. On sait maintenant qu'on a affaire à un fou meurtrier et on n'a absolument aucune idée de l'endroit où il va frapper de nouveau. On ne savait pas combien de personnes il allait tuer. J'étais certain qu'il commettrait d'autres meurtres si on ne l'arrêtait pas. La presse locale s'intéresse à l'affaire et cherche aussi à établir une connexion entre les 4 victimes dans l'espoir d'identifier le suspect. On a couvert l'affaire tout le week-end. Dès le meurtre de Stephen Pitt, qu'on a appris le vendredi, on n'a pas arrêté de travailler. On essayait de savoir l'impact que ça avait sur les acteurs du monde judiciaire. Quelles mesures ils prenaient, comment ils se protégeaient. On recevait des tas d'infos. Le portrait robot était très générique. Tout le monde semblait reconnaître quelqu'un sur ce dessin. Alors le dimanche, on s'est dit qu'on devait passer à côté de quelque chose. Dès qu'on apprenait que quelqu'un avait été blessé par balle, on se demandait si c'était le tueur qui avait de nouveau frappé. Tout le monde était à cran, parce qu'on ne savait pas comment ça allait se terminer. À ce stade, on avait mis sur pied une équipe spéciale qui enquêtait sur chacun de ces meurtres. On recevait des centaines d'informations et d'appels téléphoniques de personnes qui pensaient avoir reconnu quelqu'un ou qui nous donnaient des noms de suspects potentiels. Mais on n'avait rien qui nous permette de faire le lien entre ces 3 affaires de meurtre. Mais après la diffusion d'un journal télévisé, les policiers reçoivent une information qui va changer le cours de l'enquête. On a un message d'une femme qui avait des informations qui lui faisaient penser que le coupable était son ex-mari, car il avait été en relation avec toutes ses victimes. Son ex-mari s'appelle Dwight Jones. Elle nous a expliqué qu'ils avaient divorcé en 2009 et que l'avocate qu'elle avait engagée était Elizabeth Feldman. Tell me your name again. Elizabeth. Last name is Feldman. This is Elizabeth. This is her building. Detective Nolan called her down. Would you mind walking her down there? Thank you very much. All right. Ma cliente était victime de violences conjugales.
Ils étaient mariés depuis 20 ans et cela durait depuis des années et des années. Mais cet individu ne correspond pas à l'homme blanc du portrait robot. Le premier problème, c'est que Dwight Jones est noir. Il ne correspond pas à la description qu'en ont fait les témoins à Phoenix. Mais les autres informations que nous donne son ex-femme sont accablantes. Au cours de leur divorce, Stephen Pitt était l'expert psychiatre qui avait été chargé d'interroger Dwight pour définir son équilibre mental. Qui plus est, elle nous apprend que la collègue de Marshall Levin était la psychologue que leur fils avait vue. Donc en fait, c'était la première fois qu'on avait des informations qui concernaient les 3 scènes de crime et des informations sur quelqu'un qui avait un lien avec ces 3 scènes de crime. Elle m'a également donné des informations qui n'étaient pas sorties dans la presse, notamment sur son véhicule. Elle m'a dit qu'il conduisait une Mercedes couleur or. Et sur les images de vidéosurveillance du bâtiment où a eu lieu le meurtre de Stephen Pitt à Phoenix, on peut voir une Mercedes couleur or quitter le parking. Dwight Jones devient alors un suspect. L'inspecteur Heinzelman va maintenant tenter de le localiser. J'avais des équipes qui étaient à sa recherche. On avait également analysé les données téléphoniques de Dwight Jones et établi qu'il avait appelé une adresse de Fountain Hills le samedi après-midi. Et les données des relais téléphoniques le situaient à proximité. L'adresse est celle de Brian Thomas et Mary Simmons, 2 personnes que les enquêteurs ne parviennent pas à relier au divorce de Dwight. Le bureau du shérif du comté de Maricopa est chargé de leur rendre visite. Les adjoints du shérif arrivent à leur domicile. Ils regardent à travers les fenêtres à l'intérieur de cette maison assez belle et assez grande. On écoute leurs échanges radio et on les entend dire « On a une première personne décédée. On a une deuxième personne décédée. » Alors on leur demande d'entrer. Donc ils entrent. Everybody inside, say so now. Hallway left. I can't tell if this is a hallway right. It's another living room left. I've got a garage door over here I'm gonna check. Oh, hang on, stop. You need a room to your right. I quit that. Oh, you did? Yeah. Just got another door to the left. Ils trouvent Brian Thomas qui souffre de plusieurs blessures par balle. Ils identifient Mary Simmons, multiples blessures par balle. Décédée. Brian Thomas et Mary Simmons ne correspondaient pas au profil des autres victimes de cette affaire. Ils n'avaient aucun lien avec la psychologie, aucun lien avec le monde judiciaire. Alors pourquoi Dwight les avait-il tués? C'était un vrai casse-tête. Il devenait totalement imprévisible. Comment deviner ce qu'il allait faire? Les enquêteurs sont à la recherche de Dwight Jones. L'ex-femme de Dwight nous a dit qu'il vivait entre 2 hôtels de Scottsdale et qu'on pourrait sans doute le trouver à un hôtel en particulier. Donc, une fois que l'on sait qu'il loue une chambre au mois dans un hôtel, il faut qu'on agisse et qu'on agisse vite pour l'arrêter et l'empêcher de faire d'autres morts. Au petit matin, des hommes de la police de Scottsdale et de la police de Phoenix encerclent l'hôtel. Phoenix has a lot of their SAU roll on 97. It is. What's the hot zone? Okay. That's where the traffic. Be on 16. Yep. Block here. Just let Phoenix and us in, okay? Got it. Une fois à l'hôtel, on doit faire en sorte de ne pas prendre de risques et de ne pas faire courir de risques aux clients de l'hôtel. On doit donc évacuer ces personnes en toute sécurité.
Sorry to bother you. When you come out, just make a left and go down to that nearest fire exit because that'll be the shortest route to get out of here. Yeah, you're gonna have to go down the stairs. Is that okay? Yeah. All right, thanks. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas s'il va sortir tranquillement ou s'il va ouvrir le feu sur nous et peut-être blesser un de nos hommes ou un des clients de l'hôtel. On ne sait pas. Quelques instants plus tard, les policiers entendent un coup de feu provenant d'une chambre. Les policiers sont sur place. C'est la confusion. Des coups de feu retentissent. 4 au moins. Et on ne sait pas si leur auteur a tiré sur quelqu'un, ou tiré par la fenêtre, ou par la porte. On n'en sait rien. On fait avec les informations qu'on a et qui changent constamment, qui changent toutes les secondes. Yeah, not behind the bush, the wall. Maybe go behind the wall. Behind that building. Behind the building? You need to go behind that building over there. Okay, run back, come back this way, behind the building. Get behind the building. Des tas de pensées me traversaient l'esprit. Mais j'espérais par-dessus tout qu'on puisse capturer Dwight Jones vivant. La décision a donc été prise d'injecter du gaz lacrymogène dans la chambre qu'il occupait. On ne peut pas, si on n'a pas d'équipement de protection, rester dans une pièce remplie de gaz lacrymogène sans bouger, ni respirer, ni tousser. On fait intervenir un négociateur parce qu'on a affaire à quelqu'un de violent qui vient de commettre plusieurs meurtres. Et on aimerait procéder à son arrestation dans le calme. Quand on est dans ce genre de situation, on porte un masque à gaz et tout l'équipement destiné à nous protéger et à ne pas entrer en contact avec des traces d'ADN, à ne pas contaminer la scène de crime, par exemple. On porte beaucoup de matériel et il est très difficile de communiquer, même avec la personne juste à côté de nous. Avec les masques à gaz, on utilise des amplificateurs, mais ils ne fonctionnent pas toujours. Et donc tout ce qu'on dit est un peu étouffé. On a placé des ventilateurs dans le couloir pour chasser une partie du gaz lacrymogène. Les ventilateurs font du bruit, il fait chaud, on transpire. Mais il faut rester concentré sur la tâche à accomplir. On a été entraîné pour ça. On doit faire abstraction du reste. On est là pour une mission précise, pour résoudre l'affaire. Tandis qu'on attend de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la chambre, des tas de pensées nous traversent l'esprit. On ne sait pas s'il a tiré dans sa chambre sans raison particulière ou pour détruire des preuves.
Mais on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. On craignait qu'il n'ouvre le feu sur nous ou qu'il blesse quelqu'un d'autre. On ne savait pas ce qui se trouvait à l'intérieur de cette chambre. Mr. Jones is off to Missouri. We just heard a couple of shots earlier, and we want to make sure that everything's okay. If you were concerned, maybe you're hurt, I want to be able to see if we can get you some medical treatment if necessary. If you can hear my voice, please yell out so that we can try to help you out. On éprouve tous une certaine nervosité à ce moment-là. Il s'est écoulé plusieurs jours et beaucoup de gens ont été tués par Dwight Jones avant qu'on le trouve. You are who you are, you've started your plan, what you got going on. This whole thing, it seems like you got your plan in motion. And we'd like to know what's going on. Where are we going from this? How do you see this ending? What's your approach from here? How are you planning on dealing with us? Après avoir essayé ces différentes tactiques, on n'a toujours aucune réponse de Dwight Jones. Les policiers décident alors de défoncer la porte sans savoir ce qui les attend à l'intérieur. On a pu constater qu'il s'était tiré une balle dans la tête. Il ne répondait pas parce qu'il s'était suicidé. Son corps reposait en partie sur le lit et en partie sur la table de chevet. Une fois que le médecin légiste est arrivé et qu'on a pu retirer le corps pour chercher des indices, on a alors découvert l'arme de poing qu'il avait utilisée. C'était la même arme qu'il avait utilisée pour commettre les autres meurtres. Dans la chambre, les enquêteurs découvrent également des éléments qui pourraient expliquer qu'il ait été initialement décrit comme un homme blanc. On a découvert des cartons et des sacs pleins de déguisements avec différents masques de couleurs de différentes formes, des perruques. Il est tout à fait possible qu'il ait été déguisé, ce qui explique que les descriptions faites par les témoins ne correspondaient pas à Dwight Jones. C'est très contrariant quand une affaire se termine de cette façon. Parce que j'aurais voulu pouvoir lui parler. J'aurais voulu que Dwight Jones lui-même me dise pourquoi il avait commis ces meurtres. J'aurais voulu que les proches des victimes assistent à son procès et le voient être condamné à la peine qu'il méritait. Parce qu'il s'est suicidé, on ne saura jamais vraiment quelles étaient ses motivations. Mais on peut avancer des hypothèses, et je pense qu'on a une idée assez juste. Dwight Jones était un homme en colère. Il se sentait floué par la société, par la justice. Rien n'apaisait son ressentiment. Sa haine était implacable. Ça ne pouvait se terminer que comme ça, malheureusement. On a perdu un individu exceptionnel en perdant Steve Pitt. Il était très impliqué dans sa ville. C'était un bon citoyen, un bon parent, une bonne personne. Il y aura toujours beaucoup de choses qui me manqueront de Valeria et de Laura. Il y aura toujours ce sentiment de vide. Je regrette cette camaraderie qu'on avait par moments. Ses victimes ne sont pas seulement les 6 personnes qu'il a tuées. Ce sont toutes les personnes qu'il a côtoyées, dont ses proches. Bien entendu, cette affaire est absolument tragique. Et j'imagine que pour les familles, son suicide doit être très douloureux parce qu'il s'est dérobé à la justice. Ils ont perdu des êtres chers. Et lui, il n'a pas été jugé. Ça doit être très douloureux. On ne peut pas se remettre de ça. Le dernier jour d'école a parfois une odeur particulière, un mélange de chaleur qui s'installe. De couloirs, places bruyantes qui d'habitude, de rires sont peu trop fortes par séquence se sentent déjà ailleurs. Ce matin-là, le soleil de Phoenix semblait avoir décidé de s'accrocher à la ville comme une main posée sur une nuque. Fermé, insistante. Impossible à oublier. Que tightly asterisk 17 my 2001 asterisk.
Et ** Alyssa Turney ** avec acceptance. Wikipédia 1. Dans son sac, il y avait des choses ordinaires. Des feuilles pliées, peut-être un stylo. Peut-être du maquillage, peut-être rien d'important. Dans sa tête, en revanche, il y avait ce bruit constant que personne ne voit jamais de l'extérieur. La fatigue d'être surveillé. La fatigue d'expliquer. La fatigue d'être une adolescente dans une maison où l'on ne respire pas comme on veut. Ce n'était pas une fatigue spectaculaire, plutôt une pression diffuse, quotidienne, qui finit par rendre les gestes simples plus lourds. Chez elle, l'atmosphère n'était pas celle qu'on associait à une maison pleine d'enfants. Les murs avaient entendu trop d'ordre, trop de reproches, trop de silences lourds. La mère d'Alyssa était morte quand elle était enfant. Et la maison avait continué sans elle, comme un corps qui marchait sans comprendre que lui manquait quelque chose d'essentiel. Wikipedia 1. Son père adoptif? *** Michael Turney *** était le genre d'homme qui remplit l'espace. Pas forcément par des cris, même si ça pouvait arriver, mais par une présence qui aspire l'air. Il y avait ses règles. Ses humeurs, ses certitudes. Il y avait cette sensation, chez ceux qui passaient la porte, que tout devait être justifié, expliqué, cadré, et dans cet univers. Alyssa grandissait avec une contradiction permanente. Elle était encore une enfant aux yeux de la maison, mais déjà une jeune femme aux yeux du monde extérieur, sa demi-sœur. Sarah était plus jeune. Elle vivait la maison différemment, avec la naïveté de ceux qui ne comprennent pas encore que certaines choses ne sont pas normales. Si jour-là, Sarah ne savait pas que sa vie allait se scinder en deux. Avant et après, elle ne savait pas qu'une absence peut devenir un décor permanent. Un bruit de fond qui ne s'éteint jamais, la matinée commence comme tant d'autres. Un trajet, une routine. Une journée qui devait se terminer sous la sensation légère de l'été qui arrive. D'après la version de Michael, il dépose Alyssa au lycée, puis la récupéra plus tard à la mi-journée. Wikipédia 1. C'est là que les détails deviennent dangereux, parce qu'ils sont à la fois banals et décisifs. Michael racontera qu'il se serait en dispute. Qu'Alyssa aurait quitté la voiture, furieuse, et serait partie, une scène presque classique. Un adulte qui se sent défié, un adolescent qui se débat pour exister. Wikipédia. Mais dans une affaire comme celle-ci, la banalité est une illusion. Chaque dispute devient un possible point de rupture. Chaque minute devient une porte qui se ferme. Ce qui est certain, c'est que ce jour-là, Alyssa ne reviendra pas comme prévu, et quand une adolescente disparaît. Le monde commence par se protéger avec des explications simples. Elle a fugue. Elle a voulu prendre l'air. Elle reviendra. Elle se calmera. Ce sont des phrases qui permettent de tenir quelques heures sans paniquer. Elles offrent à l'entourage une forme de répit, et parfois, si répit est fatal, dans l'après-midi, l'inquiétude s'installe progressivement, comme une ombre qui s'allonge sans qu'on puisse l'arrêter. Les appels restants sans réponse, les minutes devenant lourdes. La maison, d'ordinaire contrôlée, commence à vibrer d'un désordre inhabituel. En church, on s'énervait, on ouvrait des portes, on refermait des tiroirs sans savoir ce qu'on espérait y trouver, puis il y eut la chambre. C'est souvent là, dans ces espaces minuscules, qu'on trouve les choses les plus terribles, pas parce qu'elles sont violentes, mais parce qu'elles sont intimes, un lit de fête. Un vêtement pose trop vite, une brosse à cheveux, des posters, des traces de personnalité. La chambre d'un adolescent est un territoire. Le voir soudain comme une scène potentielle, c'est déjà une forme de traumatisme. Michael dira qu'un mot avait été laissé.
Une note où Alisa expliquerait qu'elle partait, qu'elle fuguait, qu'elle allait en Californie. Wikipédia 1, une note. C'est une chose curieuse. C'est une petite passerelle entre celui qui partait et ceux qui restent. Mais c'est aussi une arme à double tranchant. Elle peut éclairer. Ou au contraire brûler. Elle peut être authentique. You construit. Elle peut être un cri de liberté. Ou un rideau tiré devant une vérité plus sombre. Et dans cette histoire, cette note allait devenir l'un des pivots les plus empoisonneux, parce qu'une note permet au monde de respirer. Elle rend la disparition compréhensible. Elle la rend logique. Elle offre un récit prêt à porter. Elle oriente les regards. Elle réduit la panique. Mais si récit est faux, alors s'il n'est fait pas que trompe, il détourne. Ce jour-là, une disparition s'est mise à prendre la forme la plus insupportable. Cela donne vie sans explication. Les proches chercheront à reconstituer les dernières heures. Où avait-elle été vue? Avec qui? À quel moment? Les souvenirs se contredisent toujours. Parce que le cerveau s'accroche à ce qu'il peut. Parce que chacun veut être utile. Parce que chacun veut croire qu'il tient un fil. Et dans si brouhaha. Il y avait un silence plus lourd, celui d'Alisa elle-même. Son absence n'était pas seulement physique. Elle était comme une coupure nette. Comme si quelqu'un avait éteint une présence d'un guest. La police fut contactée. Un rapport de disparition fut fait le jour même, mais au départ, l'affaire ne fut pas traitée comme une urgence criminelle. L'hypothèse de la fugue domina. Wikipédia 1, c'est l'un des aspects les plus claquants des disparitions d'adolescents. Le monde. Parfois, accepter trop vite l'idée qu'elles ont choisi de partir. Comme si l'âge autorisait l'effacement. Comme si d'acceptance signifiait déjà. Elle s'en sortira. Cette première décision, celle de ne pas suspecter, immédiatement un danger majeur à une conséquence invisible. Elle ralentit tout. Elle laisse le temps à la poussière de se déposer sur les traces. Elle laisse les heures cruciales se dissoudre. Elle transforme l'urgence en attente. Pendant ces temps, la maison continuait de respirer, mais d'une manière différente. Chaque objet semblait chargé d'une tension nouvelle. Le téléphone posé sur une table devenait une menace. Il ne sonnait pas. Les fenêtres devenaient des écrans. On regarde dehors comme si le monde devait rendre chez qui la prise. Les portes claquaient, l'espace dans le couloir. Tout prenait une intensité disproportionnée. Sarah. Elle observait. Elle n'avait pas les mots. Elle n'avait pas la structure mentale pour comprendre que certains adultes mentent. Que certaines histoires se fabriquent. Elle voyait seulement une grande sœur qui n'était plus là. Et des adultes qui parlaient d'elle comme d'une personne déjà lointaine. Alice avait un travail. Un petit quotidien de jeune fille qui commence à s'émanciper. Elle travaillait dans un fast-food. Elle avait une vie en dehors des murs de la maison. Wikipédia, one sees details la content. Parce qu'ils sont incompatibles avec l'idée d'une disparition totale et volontaire. Une fugue complète. Une disparition sans contact, sans trace durable. Qui ne ressemblait pas à une simple crise d'adolescence, qui ressemble à autre chose. Mais pour le comprendre, il faut accepter d'ouvrir des questions inconfortables. Et les questions inconfortables sont une particularité. Elles cherchent toujours un point d'appui. Elles cherchent un responsable, un contexte, une logique dans cette histoire. Le contexte était déjà là, posé comme un décor. Un foyer tendu, un père adoptif omniprésente. Une adolescente à l'âge exact où le contrôle et la liberté se battent le plus violemment. La soirée du 17 mai s'étira. Et avec elle, une sensation pire que la peur. L'impuissance. Quand un enfant disparaît. La famille fait naturellement ce que font tous les humains. Elle cherche du sens dans le chaos.
Elle se raconte des scénarios. Elle imagine que la porte va s'ouvrir. Elle s'accroche à l'idée qu'il y a un android ou Alice attend. Qu'elle va téléphoner. Qu'elle va rentrer. Qu'elle va rire. Qu'elle va dire que c'était rien. Mais à mesure qu'elle heurt avant Kate, ces scénarios deviennent moins crédibles. Et quand les scénarios murent, il ne reste que la réalité brute, une chambre vide. Une chaise qui ne grince pas. Une place à table qui reste intacte. C'est à ce moment-là que les histoires commencent à se déformer, parce que lorsque la peur devient trop grande. Certains cherchent à la contrôler par le récit. C'est la chose la plus puissante au monde. Il peut te protéger. You écrase, il peut te sauver. You masque une disparition. Si on ne la comprend pas, peut détruire une famille entière de l'intérieur. Alors on choisit parfois l'explication la moins insupportable. La fugue. La Californie. La crise. Et pourtant, même dans cette version, quelque chose résiste pourquoi partir le dernier jour d'école. Comme que, sans quoi aucun ami ne le sache. Pourquoi disparaître sans trace durable? Pourquoi ne pas contacter au moins quelqu'un un ami? Un petit ami, une ancienne camarade si l'idée était simplement de partir. Cette absence de contact allait devenir, avec le temps, l'un des éléments les plus déchirants de l'affaire, parce qu'elle suggérait non pas son départ, mais une rupture totale. Oxygen 2. Dans les heures qui suivirent, les proches commenceront à scruter les détails. Les détails sont cruels, ils donnent l'impression qu'on avance. Mais ils ne font parfois que nourrir l'obsession. On se demande si quoi Alice apportait. On se demande si elle avait pris de l'argent. On se demande si elle avait un sac. On se demande si elle avait l'air inquiète ces derniers jours. Si elle avait dit quelque chose. Si elle avait laissé un indice. On se demande tout ce qu'on n'a pas demandé avant. Le plus terrible, dans ces instants, c'est que la maison devient un tribunal, pas un tribunal officiel. Non, un tribunal familial. In time, chaque parole prononcée prend un poids de disproportion. Chaque version est comparée. Chaque hésitation devient suspectée. On ne le veut pas, on ne le choisit pas. Qui arrive, parce que la disparition est une violence qui oblige à chercher un sens. Et le sens, souvent, s'accroche à une personne. Cette nuit-là. Phoenix ne semblait pas différente. La ville continuait d'exister. Lumineuse et bruyante, des voitures passaient. Des gens sortaient, des familles regardaient la télévision. La normalité était partout, et c'était précisément ce qui rendait la situation insoutenable. Comment le monde peut-il continuer quand une personne cesse d'être là, dans cette normalité? La maison tournée devint un petit îlot de chaos, et dans ce chaos, le nom d'Alice commence à s'éloigner du réel pour entrer dans une autre catégorie, celle des disparus. Une catégorie qui a sa propre grammaire, ses propres habitudes. Affiches, appels, numéros, hypotheses, statistiques, un langage qui déshumanise parfois. Simplement parce qu'il doit traiter l'horreur, mais au départ, personne ne voulait la voir ainsi. Personne ne voulait cette étiquette. On voulait croire qu'elle était en vie, quelque part, avec un plan, avec un choix. On voulait croire que le monde est logique. C'est là que le récit devient véritablement dangereux. Il y a un moment où l'on comprend que le monde, parfois, ne rend pas si qu'il prend. Le 17 mai se termina sans Alisa. Et quand une journée se termine ainsi, elle ne se termine pas vraiment. Elle se répète, elle se réjouit. Elle se recrée dans les pensées, dans les disputes. Dans les regrets, elle devient une boucle. Le téléphone devient un instrument de torture, chaque appel qu'on nous fait monter le cœur dans la gorge.
Chaque bruit des voitures devant la maison fait croire à un retour, puis rien. Et au milieu de ces rien, une phrase. Froide et ordinaire, commence à s'installer. Elle a fugue. Cette phrase allait devenir une cage. Une cage pour la famille, une cage pour l'enquête. Une cage pour la vérité. Parce qu'une fois qu'une disparition est classée comme une fugue, elle perd immédiatement en gravité dans l'esprit collectif. Elle devient presque explicable. Presque logique. Et ce qui est explicable n'est pas urgent. Mais l'absence d'Alissa ne ressemblait pas à une simple fugue. Elle ressemblait à un effacement. Et cet effacement, de ces premiers jours, portait déjà en lui une promesse sombre. Celle d'une histoire qui ne se laisserait pas terminer proprement. Wikipédia 1. La nuit avant Kate et la maison, au lieu de s'endormir, semblait retenir son souffle comme ici. Quelque part, un détail manquait encore. Comme si un fil invisible attendait d'être tiré, comme si. Derrière la note et les explications faciles, une autre réalité commençait déjà à se former plus lente. Plus terrifiante, parce qu'il y a une vérité que l'on apprend trop tard dans les disparitions. Le premier récit n'est pas toujours le vrai, et quand on accepte trop vite le premier récit, on se révèle un jour en comprenant qu'on a cherché au mauvais endroit. Alissa n'était plus là. Et le silence, lui, venait seulement de commencer. Le lendemain matin, la lumière entra dans la maison comme si rien n'avait changé. C'était cela. La première insulte du réel. Le soleil s'élevait avec la même assurance. Les oiseaux faisaient le même bruit. La ville reprenait son rythme. Et pourtant, au centre de la maison, il manquait une présence, pas un objet, pas une habitude, une personne. On appelle ça une disparition quand on ne sait pas quoi dire d'autre. Mais au tout début, ce mot n'a pas de forme. Il n'a pas encore de poètes. Il est trop grand pour les premières heures, trop abstrait. Dans les premières heures, on vit plutôt avec des gestes. On ouvre des portes, on vérifie des pieces. On refait les mêmes trajets, on demande. On répète, on s'accroche à l'idée qu'on a simplement fait quelque chose. Qu'il y a un malentendu, que le monde est encore cohérent. Si matin-là, Michael, le père adoptif, avait déjà une version. Elle était prête, comme une veste qu'on enfilait avant de sortir. Une dispute, une adolescente en colère, un départ impulsif, une note. La Californie. Il prononçait ces éléments comme des points fixes. Comme si les dires suffisaient à empêcher le reste de s'effondrer. C'était une histoire nette. Presque trop nette. Un récit qui, en apparence, tenait debout. Mais un récit n'est pas une preuve. Un récit. C'est aussi un auto, et dans une maison où l'air semble parfois appartenir à celui qui parlait le plus fort. Le récit devient une forme de contrôle. Sarah, elle ne savait pas encore que le contrôle peut survivre à l'absence. Elle croyait que quand quelqu'un disparaît, tout s'arrête. Que les adultes deviennent soudain transparents, vulnerables. Honnêtes, elle s'attendait à des larmes, à des appels frénétiques, à des portes claquées, à des cris. Il y a un autre? Oui, mais pas comme elle l'imaginait. Si ne fut pas un chaos spontané, si fut un chaos organisé, dirigé, canalisé. Un chaos où l'on décidait ce qu'il fallait dire. À qui? Et quand la police posait les mêmes questions que dans toutes les disparitions. La dernière fois qu'on l'a vu, s'atténuer. Les amis, les habitudes. Les lieux qu'elle fréquentait, à l'autre bout. On entendait parfois le bruit d'un stylo sur du papier, le frottement d'une procédure qui se met en place. Mais la procédure est si lenteuse, et dans si lenteuse,
Une adolescente peut devenir un point flou, elle fugue. Répétait-on comme une incantation. Est une fugue dans l'imaginaire collectif. Que vous direz, elle reviendra. Que vous direz, si n'est pas forcément dangereux. Que vous direz, laissez-lui le temps de se calmer. Que vous direz, attendez. Attendez, pourtant. C'est ce que l'on fait quand on a le luxe du temps, quand on n'a pas si luxe. Attendre devient une faute, et ce matin-là, personne ne le savait encore, mais chaque heure qui passait épaississait le silence. Dans la maison, les objets devenaient suspects. La brosse à cheveux d'Alissa, son parfum, et ses vêtements. On les regardait comme si l'un d'eux allait soudain se mettre à parler. On fouillait ses tiroirs, puis on les refermait avec une douceur étrangère. Comme si on craignait de casser quelque chose d'invisible. Sarah observait tout. Immobile, elle n'était pas assez grande pour diriger. Pas assez petite pour être épargnée. Elle était coincée entre les adultes et l'absence. Condamnée à entendre des phrases qui se contredisaient, la note. Surtout, planait sur tout comme une ombre. Michael la mentionnait pour expliquer. La note devenait le point final avant même que la phrase ne soit terminée. Elle allait une note, comme si elle devait suffire. Comme si une feuille de papier pouvait remplacer la présence d'une file, mais place en prenant son mot. Place en put s'y cacher, et plus la note prenait de place. Place la question essentielle se glissait dans les interstices. Si Alissa était partie par choix. Pourquoi si vide total? Pourquoi cette absence sans contact? Sans trace, sans retour vers quelqu'un qu'elle aimait. Même on peut claquer une porte. On peut fuir une maison, mais disparaître du monde entier. C'est autre chose. Cela exige soit une détermination hors normée, soit une contrainte. Dans les jours qui suiviront, le quartier devint un théâtre discret. Des voisins disant ne rien avoir vu. D'autres prétendaient avoir entendu une voiture, un bruit des portières, un moteur qui s'éloigne. Ils sont toujours des souvenirs qui apparaissent après coup. Quand la mémoire se met à inventer, si qu'elle n'a pas enregistré, on cherche à être utile. On cherche à trouver un moment précis, une scène simple. Quelque chose qui puisse se raconter, parce que ce qui ne se raconte pas fait peur. Michael, lui, restait au centre de sa version. Il parlait avec assurance. Il expliquait, il détaillait. Il insistait sur l'idée de la dispute, sur le fait qu'Alissa était partie en colère. Il décrivait une adolescente difficile, une adolescente qui voulait sa liberté. Qui ne supportait plus les règles, il peignait un portrait qui, petit à petit, plaquait la disparition dans une logique comportementale. Elle a fait un choix, elle a voulu partir. Mais chaque fois qu'on transforme une disparition en choix, on déplace aussi la responsabilité. Si n'est plus que lui est-il arrive, c'est pourquoi a-t-elle fait cas? Et cette question-là, subtilement, culpabilise la disparue, elle la rend presque fautive. Elle rend l'enquête moins urgente, parce qu'elle devient une affaire privée. Un conflit familial, une crise d'adolescence. Sarah entendait ces phrases et quelque chose en elle. Gratitude, pas une certitude. Pas encore, une gêne. Une sensation qu'on parlait d'Alissa comme d'une personne qu'on connaît mal, comme si l'on fabriquait une Alissa commode. Une Alissa explicable. Et pourtant, Sarah se souvenait d'une grande sœur qui avait des humeurs. Oui. Mais aussi des gestes doux, des rires, des rêves de sortie, des projets simples. Une grande sœur qui voulait vivre, pas se dissoudre. Les amis d'Alissa furent contactés. Certains dirent qu'elle n'avait parlé à personne d'un départ. D'autres raconteront qu'elle semblait fatiguée ces derniers temps, tendue.
impatient de quitter la maison. Les deux pouvaient en être vrais à la fois. Mais une chose se dessinait. Personne n'attendait une disparition totale. Personne ne disait « Ah oui ». Elle allait partir pour de bon demain. On n'a pas ce genre de conversation sans laisser un écho. Les jours glisseront. Les affiches apparurent. Le visage d'Alyssa souriant. Imprime sur du papier, accroché sur des poteaux. Des vitrines, des panneaux. Un visage qui, dans la lumière du jour, semblait appartenir à une autre vie. Le papier tremblait dans le vent. Comme si la ville même avait du mal à porter cette histoire. Et dans ces mouvements, l'un de la disparition qui devient officielle. Un autre phénomène s'est produit ici, l'usure des gens. Les proches, au début. Répondant à chaque appel, ils courent à chaque piste. Ils croient à chaque rumeur, puis, petit à petit, ils comprennent que certaines pistes ne sont que des mirages, que certaines rumeurs ne sont du besoin que le monde de se sentir implique, et cette compréhension la fatigue. Elle attaque le corps, elle dévore le sommeil. Dans la maison, l'atmosphère se densifiait. L'absence d'Alyssa ne crée pas seulement un vide. Elle modifiait la géométrie des relations. Chaque conversation devenait potentiellement accusatrice. Chaque silence devenait potentiellement coupable. Et quand la peur s'installait dans une famille, elle ne reste jamais pure. Elle se mélange à la colère, au ressentiment, au besoin de garder le contrôle. Michael semblait vouloir garder ce contrôle. Il répondait, mais à sa manière, il donnait des informations. Mais encadrant le récit, il montrait qu'il coopérait. Tout en occupant l'espace avec son interprétation, c'était un équilibre étrange. Assez d'ouverture pour ne pas paraître fermé, assez de direction pour éviter que le récit ne lui échappe. C'est dans cette zone-là que naissent les doutes, pas dans un détail spectaculaire. Dans une accumulation de micro-gestes, une manière d'insister. Une façon de conclure trop vite, une phrase qui revient, comme un refrain, elle y fugue. Sarah, un soir. C'est souvent un détail idiot. Presque rien. La façon dont Alyssa, parfois, s'arrêtait dans le couloir. Comme si elle voulait dire quelque chose, puis se taisait. La façon dont elle regardait une fenêtre plus longtemps que nécessaire. La façon dont elle se raidissait quand l'espace approchait. Des gestes qui, sur le moment, n'étaient que des humeurs adolescentes, mais dans le contexte d'une disparition. Les humeurs deviennent des indices, et les indices, quand ils ne trouvent pas de réponse, deviennent des blessures. La maison avait aussi sa propre logique interne, et Sarah commençait à la sentir. Ce qui pouvait être dit, ce qui ne devait pas être dit, et qui on pouvait parler, à qui on ne devait pas parler. On apprend ces genres de règles sans qu'on vous les enseigne, on les apprend à l'attention dans l'air, au changement de ton, au regard qui vous arrête. Et quand une disparition survient dans une maison comique, les règles ne disparaissent pas. Elles se renforcent. À l'extérieur, la police continuait de fonctionner comme elle fonctionne. Des appels, des vérifications, des dossiers. Mais l'énergie initiale retombait, pas par méconcept. Par logique institutionnelle, il y a trop de cas. Trop de demandes, trop d'urgences. Les disparitions d'adolescentes, surtout, se font avaler par la notion de fugue, si mot a un pouvoir destructeur. Elle rend l'urgence discutable, mais dans l'intimité. L'urgence, elle, ne diminuait pas, elle se transformait. Elle quittait l'agitation des premiers jours pour devenir une obsession. On accorde place partout. On pense, on rumine. On reconstruit, on cherche des phases dans la version officielle du foyer. Et c'est là que l'histoire commence à changer de texture,
Parce que, petit à petit, des gens commenceront à parler autrement. Pas fort, pas publiquement. À voix espacée, des amis. Des connaissances, des personnes qui avaient vu des choses. Entendu des phrases, beaucoup d'extension. Ils ne disaient pas faussement. Il lui a fait du mal. Ils disaient plutôt qu'il n'était pas normal. Et cette phrase, quand elle s'accumulait, devient dangereuse. Elle ouvrait une porte que certains préfèrent garder fermée. Sarah entendait C.S. murmurs indirectement, un adulte qui baisse la voix quand elle entre dans la pièce. Un téléphone qu'on raccroche trop vite, en échange dans la cuisine. Tard le soir, et place elle sentait quand lui cachait des choses. Place elle se mettait à observer. L'observation devient une arme quand on n'a pas de pouvoir. Elle apprit à lire les gestes de Michael, à écouter les silences entre ses mots. À repérer les moments où son récit se durcit. Il y avait des contradictions minuscules. Des détails qui changeaient légèrement selon l'interlocuteur, rien d'assez énorme pour être une preuve. Mais assez pour faire naître une question. Pourquoi un récit sincère a-t-il besoin d'être ajusté? Pourquoi une vérité simple demande-t-elle autant de répétitions dans les semaines qui suiviront? L'absence d'Alice a pris une nouvelle forme. Elle devint une présence dans le conflit. Dans une famille, un absent peut devenir un enjeu, un symbole, une armée. Sans le vouloir, Sarah sentit que sa grande sœur était maintenant utilisée comme une histoire qu'on racontait. Qu'un modèle, comme si Alissa, même disparu, pouvait encore être contrôlé. Cette idée la lui donna la nausée, parce qu'elle aimait Alissa. Et parce que l'amour, face à l'injustice, s'y transforme souvent en rage un jour. Sarah se surprit à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle imagina Alissa non pas en train de partir, mais en train de ne pas pouvoir revenir. Elle imagina une porte fermée de l'extérieur. Une voix étouffée, une peur qui montait. Et cette image, même si elle n'était qu'une pensée, s'accrocha à elle comme une écharde. À partir de là, tout changeait chaque fois qu'on disait fugue. Sarah entendait effacement chaque fois qu'on disait elle reviendra. Elle entendait en vue que tu arrêtes de poser des questions. Et ce qui était au départ une inquiétude devint une posture intérieure. Le refus d'accepter l'explication la plus commode. Si refus ne fit pas d'elle une héroïne immédiatement. Il fit d'elle un enfant isolé dans sa propre maison, un enfant qui commence à comprendre que certaines vérités, quand elles sont trop lourdes, sont repoussées hors du langage. Parce qu'une foyer peut continuer à fonctionner même avec un mensonge au centre, tant que tout le monde joue son rôle. Les jours se succéderont et la ville finit par s'habituer à l'affiche d'Alissa. Les gens s'habituent à tout, même à l'horreur. Quand elle ne les touche pas directement, l'affiche devient un décor. Le sourire imprime ses décolores sous le soleil et l'histoire. Pour le monde extérieur, se transforme lentement en disparition non résolue. Une catégorie froide, presque statistique. Mais pour Sarah, l'histoire ne se refroidissait pas. Elle chauffait chaque fois qu'elle repensait à cette journée de mai. Quelque chose lui semblait faux, comme si la disparition avait été annoncée avant même d'avoir lieu. Comme si la maison, au lieu de crier, s'était refermée, comme si le récit avait été préparé pour étouffer les questions. Elle ne pouvait pas prouver quoi que ce soit, pas encore. Mais elle pouvait sentir, et parfois. Sentir suffit à vous empêcher de dormir, dans les nuits de Phoenix. Quand tout est immobile et que la chaleur ne lâche pas prise, l'esprit se met à tourner. Sarah se demandait d'où Alissa était, si elle avait peur. Si elle avait faim, si elle appelait dans sa tête. Et ces questions, sans réponses.
se transformer en une seule, beaucoup plus dangereuse? Et si Alissa n'avait jamais eu le choix? Cette question? Personne ne voulait l'entendre à voix haute, parce qu'une fois qu'on la prononce, on ne peut plus revenir à la version simple une fois qu'on la prononce. Il faut regarder certaines personnes autrement. Il faut admettre que le danger peut venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Edka! C'est une pensée qui détruit les maisons. Alors, le monde continuait à dire fugue. Les procédures continuaient à suivre leur cours. Les jours continuaient à s'empiler, mais sous cette surface. Une autre histoire commençait à prendre forme, celle d'une adolescente disparue d'un circuit. Lentement, commençait à comprendre que la vérité ne se trouverait pas dans les explications faciles. Parce qu'une fugue, même une fugue douloureuse, laisse des traces, une disparition totale. Elle ressemble à autre chose. Et plus le temps passait, plus cette autre chose se rapprochait. Silencieuse, comme une ombre qui ne se contente plus d'être un décor. Elle commençait à devenir une présence, une menace. Une vérité possible, et quand une vérité possible s'installe dans une maison. La maison ne dort plus, elle écoute. Elle se méfie, elle retient son souffle. Comme si, quelque part, la disparition d'Alissa n'était pas seulement une absence, qu'était un secret. Les semaines passeront, puis les mois, et la disparition d'Alissa changeait de texture. Au début, c'était une urgence brûlante, une plaie ouverte qui saignait à chaque minute. Puis l'urgence devint un bruit de fond, pas parce que la douleur diminuait, mais parce que le monde autour se fatigue vite. Les gens s'habituent à l'inacceptable quand ils s'installent sans leur demander la permission. Ils posent moins de questions, ils prononcent le prénom moins souvent. Ils regardent ailleurs pour se protéger, dans la maison. En revanche, l'absence ne se calme pas. Elle s'épaississait, elle entrait dans les murs, dans les couloirs, dans les objets laissés là comme des preuves involontaires. Une chaise vide n'était plus une chaise, c'était un rappel. Un reproche silencieux, une présence négative qui avalait l'air. Sarah, elle grandissait avec si vite, au début. Elle avait cherché Alissa comme on cherche quelqu'un dans un supermarché, en croyant qu'il suffit de tourner au bon rayon, d'ouvrir la bonne porte, de la voir apparaître avec une explication simple. Mais très vite, elle comprit que personne ne cherchait comme que. Pas vraiment. Les adultes cherchaient dans les limites de ce qu'ils étaient prêts à admettre. La police aussi, parfois. Chercher dans des cadres est un cadre. Quand il est mal choisi, ne faites pas ce que contenir l'enquête. Il la tord, le cadre. Dans cette histoire avait un nom. Fugue. Le mot restait là. Plante comme un panneau indicateur au bord de la route, et tout ce qui venait ensuite devait se conformer. Une fugue suppose une intention, un plan ou au moins un mouvement. Une fugue laisse des traces, des appels à une amie. Un message, un passage repéré. Un rumeur crédible, une fugue. Mime chaotique, finit presque toujours par se bruiter. Les adolescents disparaissent rarement sans laisser un seul souffle derrière eux. Orbi. Alissa avait disparu comme si quelqu'un avait effacé son contour. Sarah le sentait dans les détails. Et les détails, pour un enfant, deviennent des preuves intimes. Le tiroir qu'Alissa aurait faussement ouvert si elle était partie volontairement. Les objets qu'elle aurait pris sans hésiter. Les habitudes qu'elle n'aurait pas brisées sans raison. Et surtout, si silence total. Pas une voix, pas un signe, pas une maladresse, rien. Si rien avait une violence particulière, il obligeait à imaginer des scénarios que personne ne voulait prononcer.
Dans la maison, Michael continuait à parler. Il parlait souvent, trop souvent. Il martelait les mêmes éléments comme un refrain. La dispute, la note, la Californie. Il le disait avec une certitude qui aurait dû rassurer, mais Sarah ne se sentait pas rassurée. Elle se sentait enfermée, parce qu'une récite répétée à 6 points finit par ressembler à une porte qu'on maintient fermée. Et puis il y avait autre chose, plus difficile à saisir. La manière dont Michael réagissait quand on posait certaines questions. Certaines questions glissaient sur lui comme sur une vitre. D'autres semblaient heurter quelque chose à l'intérieur. Et là, le ton changeait, la voix se doucissait. Les mots devenaient plus rapides, plus tranchants. On n'obtenait pas une réponse, mais une réprimande. Comme si la question elle-même était une faute, Sarah apprit à reconnaître ces zones interdites. Elle les sentait dans son ventre avant même d'en comprendre la logique, et plus une zone était interdite. Plus elle devenait intéressante, c'est ainsi qu'on fabrique. Malgré soi, un esprit d'enquête. En grandissant dans un endroit où certaines vérités sont cadenassées, le temps, au lieu d'apaiser, commence à produire une autre forme de violence. La normalisation, la maison reprit un rythme. On mangeait à table, on regardait la télévision. On parlait d'école, de courses, des factures, et chaque fois que les quotidiens se glissaient sur l'absence comme si elle n'existait pas. Sarah ressentait une rage muette. Comment peut-on vivre normalement quand Lisa n'est pas là? Comment peut-on rire, discuter? Corriger un devoir, comme si une personne avait juste cessé d'être et que cela ne brisait rien. Elle comprit alors une chose essentielle. Certains adultes sont capables de continuer parce qu'ils ont besoin de continuer. Pas par courage, par nécessité. Et parfois, cette nécessité ressemble dangereusement à une indifference. Au fil des années, Sarah s'est mise à chercher autrement. Au début, c'était un instinct. Une résistance confuse, puisqu'elle a devenu un projet intérieur. Presque une promesse, elle n'avait pas les mots. Pas l'âge, pas les outils. Mais elle avait une mémoire, elle avait des souvenirs précis. Des scenes, des tensions, des interdits, et surtout. Elle avait une intuition qui refusait de mourir. Cette intuition s'alimente d'autres choses. Des phrases entendues par hasard, trop tard le soir. Des conversations interrompues quand elle entrait dans une pièce. Des silences brutaux. Des dossiers rangés trop vite. Des accès à certaines pièces de la maison qui semblaient toujours réserves. On peut vivre dans une maison et ne pas en posséder les clés. Sarah vivait dans un endroit où l'on apprenait à ne pas ouvrir certaines portes. Elle commença à observer les objets, non plus comme une enfant, mais comme quelqu'un qui cherchait des contradictions. Elle remarqua les fixations de Michael. La surveillance, la sécurité, le contrôle. Il aimait l'idée de savoir, de voir, d'anticiper. Et quand on aime trop savoir, ce n'est pas seulement une prudence, cela ressemblait à un besoin de domination. Plus tard, Sarah se souviendrait de cette sensation. Dans cette maison, on ne grandissait pas en se demandant qu'est-ce que je veux. Mais qu'est-ce qui a permis la disparition d'Alyssa? Dans ce contexte, prit une signification nouvelle. Elle n'était plus seulement une tragédie. Elle devenait une rupture dans un système. Un événement qui pouvait, potentiellement, exposer aussi que le système cachait, et c'est là que les murs se rapprochent. Plus Sarah grandissait, plus elle se rendait compte que le monde extérieur ne comprenait pas ce qu'elle ressentait. Pour les autres, c'était une histoire triste. Un mystère, un dossier ancien. Pour elle, c'était une vie quotidienne. Une maison, un homme.
une manière de vivre sous une autorité qui semblait se nourrir du silence. Elle essaya d'en parler. Prudemment à des amis, parfois à des adultes de confiance. Mais dès qu'elle prononçait certaines choses, elle voyait les visages se fermer. Les gens ont peu des histoires familiales quand elles deviennent sombres. Ils veulent aider, mais ils veulent aussi rester loin du feu. Et le fou, ici, était proche. Qu'était la possibilité que la menace ne vienne pas de la rue, mais du salon. Sarah comprit aussi que la vérité, dans ce genre d'affaires, n'arrive pas comme une révélation spectaculaire. Elle arrive comme une accumulation de petites dissonances. Et un jour, si ces dissonances deviennent trop nombreuses pour être ignorées, si Joe arrive quand Sarah commence à reconstituer le portrait d'Alyssa au-delà du récit impose, Alyssa n'était pas seulement une adolescente en colère. Elle avait ses plans, ses envies, ses scouts. Elle voulait une vie qui lui appartenait. Elle parlait d'avenir. Elle avait des repères. Et surtout, elle avait des liens. Elle avait des amis en travail. Une existence socialement visible. On ne disparaît pas de cette visibilité comme on disparaît d'une chambre. Place Sarah reconstruit cette Alyssa réelle. Place l'Alyssa décrite par Michael lui paraissait artificielle. Tila, presque fabriquée pour justifier l'injustifiable. Et alors une pensée se forma, dangereuse. Irreversible. Si le récit de la fugue était pratique, c'est peut être parce qu'il servait quelqu'un. Cette pensée change tout. Parce qu'à partir du moment où vous suspectez que le récit sert, vous commencez à chercher à qui il sert. Et quand vous cherchez à qui il sert, vous commencez à regarder les gens avec une lucidité nouvelle. Sarah commence à faire ce que font les survivants quand ils n'ont plus confiance. Elle les documenta. Elle les nota. Elle conserva des dates, des phrases, des souvenirs. Elle se mit à traiter son histoire comme un dossier, non parfois dur. Mais parce que la foi dure est parfois la seule manière de rester debout. Quand l'émotion vous submerge, l'organisation devient une bouée. Elle comprit aussi qu'un système ne se combat pas avec des cris. Il se combat avec des faits. Mais les faits, dans une disparition ancienne, sont fragiles. Ils s'érodent, ils disparaissent. Ils s'oublient et surtout, ils peuvent être contrôlés par celui qui a le pouvoir. Dans ces cas, le pouvoir était dans la maison, dans les papiers. Dans la narration familiale, Sarah n'avait pas le pouvoir. Elle devait donc créer un autre type de pouvoir, celui de la persistance. Au fil des années, elle tenta de parler aux enquêteurs, de relanceurs, de demandeurs. Elle a appris le langage des procédures, cette langue froide qui vous oblige à traduire la douleur en phrases courtes et en questions précises. Elle découvrit aussi une réalité brutale. Une enquête ne se relance pas uniquement parce que quelqu'un souffre. Elle se relance quand quelque chose, enfin, bouge. Une incohérence, une preuve, un témoignage, un élément nouveau. Et comment obtenir un élément nouveau quand tout le monde a déjà décidé que l'histoire était ancienne? Sarah comprit qu'elle devait devenir elle-même l'élément nouveau, non pas en inventant, en insistant, en refusant la fatigue collective. C'est là que la transformation commence. Quand une sœur cesse d'attendre que quelqu'un d'autre cherche, elle commence à chercher à sa place, mais cette décision a un prix. Elle crée un conflit intérieur parce qu'elle exige de regarder un père adoptif autrement, de se dire qu'il ne peut être pas seulement un homme difficile, qu'il peut être le centre de l'obscurité. Et personne ne veut croire que, personne ne veut prononcer cette idée. Parce que prononcer cette idée, c'est accepter que la maison n'était pas un refuge. Sarah résiste longtemps à cette conclusion. Elle essaya de se convaincre qu'il y avait une autre explication.
qu'Alyssa avait pu partir, qu'elle avait pu être emportée par une mauvaise rencontre, qu'elle avait pu tomber dans son danger extérieur. Toutes ces hypothèses avaient quelque chose de moins insupportable. Parce qu'elles éloignaient le mal du foyer, mais plus elles exploraient. Plus ces hypothèses se heurtaient à la même impasse, l'absence totale de traces. Un départ laisse une ombre, un crime extérieur laisse souvent un mouvement. Ici, il n'y avait rien. Rien qui respire, rien qui circule. Rien qui remonte, comme si l'histoire avait été contenue. Comme si le chaos avait été gardé à l'intérieur. Sarah finit par comprendre que l'élément le plus terrifiant n'était pas ce qu'elle savait. C'était ce qu'elle ne savait pas, mais ce qu'elle sentait. Et quand vous vivez avec cette sensation, vous commencez à interpréter le monde comme une chambre de mines. Vous regardez les comportements, vous écoutez les silences. Vous repérez les contradictions, non pour accuser, mais pour survivre. Elle remarqua. Par exemple, à quel point Michael semblait préoccupé par son image. Il voulait être perçu d'une certaine manière, rigoureux, responsible, victime d'une adolescente difficile. Et cette préoccupation, au fil du temps, devint presque plus visible que son chagrin, quand quelqu'un aimait trop sa version. On commence à s'y demander si qu'il craint. Sarah se mit aussi à ressentir une chose qui dépasse la logique. La peur, pas une peur spectaculaire. Une peur sourde, intime. Comme un animal tapis dans la poitrine. La peur de poser la question de trop. La peur de déclencher une colère. La peur de franchir une limite invisible. Cette peur-là n'était pas une épreuve, mais elle était un indicateur. Elle disait, dans cette maison, certaines vérités ne sont pas seulement tristes, elles sont dangereuses. Avec le temps, Sarah se rendit compte que la disparition d'Alyssa ne l'avait pas seulement privée d'une sœur. Elle l'avait transformée en témoin, un témoin sans signe, sans corps, sans conclusion. Un témoin d'une vie que d'autres préféraient combler avec une histoire simple. Et c'est précisément pour celle que l'affaire devint, pour elle, une mission. Non pas parce qu'elle se croyait héroïque, mais parce que l'alternative était insupportable. Vivre dans un monde où Alyssa aurait été effacée sans que personne ne se batte, cette mission prit une forme concrète. Sarah se rapprocha de ceux qui pouvaient encore parler, les amis d'Alyssa. Les anciennes connaissances, les gens qui avaient vu des tensions. Entendu des choses, elle découvrit que, parfois, des vérités existent à l'état de murmures. Pas assez solides pour un tribunal, mais assez persistantes pour un cœur. Et dans ces murmures, un motif revenait. La maison n'était pas normale. Michael n'était pas normal. Le contrôle n'était pas normal. La peur n'était pas normale. Chaque fois qu'elle entendait une variation de cette phrase, Sarah sentait sa détermination se durcir. Elle n'était plus seule à ressentir le malaise. D'autres l'avaient senti. D'autres l'avaient vu. D'autres, peut-être, avaient eu peur aussi. Mais la peur, quand elle est partagée, devient parfois une force, un soir. En relisant SES Notes, Sarah se rendit compte d'un détail qui la frappa comme une évidence tardive. Depuis le début, l'histoire avait été racontée comme si Alyssa avait quitté la maison. Comme si le point de départ était la route, l'extérieur, la ville, mais et si le point de départ était à l'intérieur. Et si la disparition n'avait jamais été un départ, mais une disparition au sens littéral. Un effacement depuis la maison même, cette pensée ne l'accusait pas encore. Elle ne nommait rien, elle ne faisait que déplacer le centre de gravité. Et quand le centre de gravité se déplace, tout le reste suit. Sarah comprit alors qu'elle ne devait plus chercher Alyssa dans les lieux où une fugueuse aurait pu aller. Elle devait chercher Alyssa dans les zones où la vérité se cache.
les contradictions, les secrets. Les récits qui se répètent trop, elle devait chercher dans l'ombre portée par la maison. C'était une nouvelle étape, plus sombre, plus risquée, parce qu'elle impliquait de regarder Michael non plus comme un père, mais comme une variable, et lorsqu'un membre de votre famille devient une variable, vous perdez quelque chose d'irréversible, l'innocence. Cette nuit-là, Sarah ne dormait pas. Elle avait l'impression d'avoir ouvert une porte intérieure qu'elle avait maintenue fermée pendant des années, une porte qui donnait sur un couloir étroit, où chaque pas fait résonner une question que l'on ne peut plus étouffer, et cette question, désormais, ne concernait plus seulement Alyssa. Elle concernait la maison, elle concernait le récit. Elle concernait ce que l'on fait n'ose. Quand la vérité est trop lourde pour être dite et dans le silence de Phoenix. Alors que tout semblait immobile, Sarah sentit cette certitude naître comme une douleur. La disparition d'Alyssa n'était pas un mystère lointain, c'était une histoire tenue en laisse. Et quelqu'un, quelque part, tenait la laisse, la suite ne serait plus une simple recherche. Si serait une confrontation, la confrontation ne commence pas par une accusation lancée à la gorge de quelqu'un. Elle commence par une chose beaucoup plus calme, beaucoup plus dangereuse. Une question posée au mauvais moment, devant la mauvaise personne. Avec une voix qui ne tremble plus, Sarah avait appris à survivre dans les maisons où l'on ne dit pas tout. On apprend vite à sentir quand l'air se charge, quand on passe dans les couloirs signifie ta histoire. Quand on regarde signifie ne pose pas cas, mais il arrive un jour l'on ne survit plus seulement. On veut comprendre et comprendre. Dans un endroit bâti sur les contrôles, c'est déjà désobéir. Elle avait commencé à rassembler des fragments, des souvenirs personnels. Oui, mais aussi des choses plus solides. Des phrases reprises mot pour mot par différents témoins, des incohérences répétées. Des micro-contradictions qui s'additionnent comme des grains de sable jusqu'à gripper une machine. Plus elle compilait. Plus elle voyait se dessiner un motif qu'elle ne pouvait plus ignorer, la disparition d'Alyssa ne flottait pas dans les hasards. Elle semblait enfermée dans un cadre, verrouillée par un récit. Maintenue dans une forme d'immobilité, est au centre du cadre. Il y avait Michael. Michael n'avait pas besoin d'écrire pour dominer. Il avait cette manière de s'installer dans une pièce comme si la pièce lui appartenait, même quand il se taisait. On l'entendait, sa présence avait une poésie particulière, une lourdeur calmée quand Sarah était petite. Elle confondait ses poètes avec la sécurité, plus tard. Elle comprit que ce n'était pas de la sécurité, c'était de l'emprise. Au fil du temps, Sarah remarqua quelque chose qui la glaqua. Michael ne parlait presque jamais d'Alyssa comme d'une personne vivante. Il parlait d'elle comme d'un problème. Comme d'une adolescente difficile, rebelle. Ingrate, comme si la disparition avait confirmé un portrait déjà prêt. Il ne disait pas « elle me manquait ». Il disait plutôt « vous savez comment elle était ». Et cette nuance minuscule. Change tout parce qu'un père brise parler d'absence. Un homme qui se protège parle de justification. Sarah fit un premier test. Presque inconscient. Un soir. Elle prononce le nom d'Alyssa d'une manière différente, plus douce. Plus intime. Elle évoque un souvenir simple. On verra une chanson. Un détail qui n'appartenait qu'à elle. Elle regarda Michael pendant qu'elle parlait. Comme on regarde un visage pour y chercher l'humain. Elle ne trouva pas ce qu'elle cherchait. Il y eut un mouvement dans ses yeux, un léger agacement. Comme si ce souvenir n'avait pas sa place, comme si Alyssa n'était tolérable que dans le cadre de la fugue, de la faute, du récit pratique. Une Alyssa trop humaine était dangereuse, une Alyssa qui redevient une fille. Une sœur, une personne aimée.
fait trop de bruit. Une personne aimée oblige à se demander pourquoi elle n'est pas là. À partir de ces jours-là, Sarah cessa d'attendre une contradiction spectaculaire. Elle a compris que la vérité, si elle existait, se cacherait dans les gestes les plus ordinaires, les façons d'éviter, de détourner, de recréer. Elle se mit à parler aux gens qui avaient connu Alyssa sans passer par Michael, des amis, des camarades, des adultes de l'école, des parents d'amis. Elle posait les mêmes questions. Encore et encore. Non pas parce qu'elle espérait un miracle, mais parce qu'elle cherchait un point stable. Elle voulait savoir qui était Alyssa quand elle n'était pas enfermée à la maison. Et plus elle écoutait, plus les cartes se cruzaient entre deux versions. Dans la version de Michael, Alyssa était une adolescente irrationnelle, instable, capable de partir sans prévenir, capable d'abandonner tout le monde par caprice. Dans la version des autres, elle était une fille sous pression. Oui. Parfois attendue, parfois fatiguée. Mais pas une ombre prête à s'effacer du monde entier. Une fille qui voulait de l'air, qui parlait de liberté, qui rêvait d'après. Une fille qui n'avait rien d'une disparition totale. Cet écart devint une douleur aiguë. Parce que l'écart n'était pas sous le même narratif, il était moral. Il signifiait que quelqu'un, quelque part, déformé. Sarah commença à oser reconstituer les dernières heures. Non pas comme une signe unique, mais comme une chaîne de portes. Une porte s'ouvre, une porte se ferme. Un mouvement, un trajet. Une pause. Elle s'aperçut qu'il y avait des trous dans cette chaîne. Des trous que Michael comblait avec des phrases toutes faites. Elle est partie. Elle était en colère. Elle a laissé une note. La note, justement. Plus Sarah y pensait, plus cette note lui paraissait étranger. Elle n'avait pas la forme d'une adolescente qui s'échappait. Elle avait la forme d'un objet fonctionnel. Un objet qu'on peut orienter. Une note. Dans une fugue, ressemble souvent à un cri. Même discret, un mélange de colère, de peur, d'excitation. Mais là, dans si qu'elle avait compris de cette note, il y avait une neutralité froide, une efficacité. Et cette efficacité lui donnait la nausée. Elle commença à se demander non pas seulement ce que la note disait, mais ce qu'elle faisait, ce qu'elle produisait. Une note crée un récit, elle crée une direction. Elle crée une justification, est le plus important. Elle fait passer l'urgence, elle dit au monde. Ne cherchez pas trop vite au mauvais endroit. Sarah sentit une rage nouvelle. Pas une rage explosive, une rage propre. Concentrée, qui vous fait marcher droit. Elle a compris qu'elle devait sortir du cercle familial, parce que le cercle familial était contaminé par les récits de Michael. Tant qu'elle restait là, ses questions seraient absorbées, recrachées, ridiculisées, étouffées. Elle se mit à leurs affaires si que font les gens qui n'ont plus confiance. Elle apprit à prouver, à documenter, à archiver. Elle cherchait des dates, des horaires, des incohérences possibles. Elle notait chaque version qu'elle entendait, et surtout, elle a appris une règle terrible. Quand quelqu'un ment, il ne peut pas tout contrôler. Il y a toujours une fissure. La fissure, dans cette maison, se trouvait souvent dans les excès de Michel, parce qu'il aimait trop paraître. Trop expliquer, trop cadrer. Il parlait de sécurité, il parlait de protection. Il parlait du danger du monde extérieur. Il aimait l'idée de surveiller, de prévoir, d'empêcher. Il construisait une image de lui-même comme d'un homme responsable, un homme qui ne laisse rien au hasard. Mais cette image, au lieu de rassurer Sarah, la glaquait parce que si Michel ne laissait rien au hasard,
Comment avait-il pu perdre Alyssa sans comprendre où elle était partie? Comment un homme obsédé par le contrôle pouvait-il accepter l'idée d'une fugue sans stress? Plus Sarah possède la question. Plus la fugue devenait improbable. Et plus la fugue devenait improbable. Plus une autre possibilité s'installait. Comme un poison lent, Alyssa n'avait pas fui. On l'avait empêché, cette pensée n'était pas un cri. Qu'était une lame? Elle coupe la réalité en deux. Avant, on cherchait au loin. Après, on cherche près. Avant, on imagine des routes. Après, on imagine des pistes fermises. Sarah ne voulait pas imaginer des pistes fermises. Elle résista longtemps à cette image. Parce que certaines images, quand on les laisse entrer, ne ressortent place, mais elle était obligée de regarder où la logique la menait. Et la logique la ramenait toujours à la même place, la maison. Elle se mit à observer la maison comme un lieu potentiellement hostile. C'est une sensation étrange. Habiter un endroit et commencer à le regarder comme une scène. Les couloirs deviennent des trajectoires. Les portes deviennent des questions. Les placards deviennent des cachets. On évite place. On enquête en silence. Michael sentit le changement. Les hommes de contrôle s'entendent toujours quand quelqu'un leur échappe. Ce ne fut pas immédiat, mais il y eut des signes. Des remarques plus sèches, des interrogations sur ses sorties. Des tentatives de réaffirmer son autorité. Sarah comprit qu'elle avait franchi une limite invisible. Elle n'était plus seulement la petite sœur protégée, elle devenait une variable. Un soir, la tension monta sans qu'aucun mot violent ne soit prononcé. Sarah avait posé une question sur un détail précis, un détail qu'elle avait retrouvé dans ses notes. Michael répondit trop vite, puis il se reprit. Puis il changea légèrement sa formulation. 3 mouvements infimes. Mais Sarah les vit, et dans ces 3 mouvements, elle sentit quelque chose, la peur. Pas la peur de perdre sa fille, la peur de perdre la maîtrise du récit. Elle eut alors une sensation très claire, presque physique. Si n'était plus une histoire de famille, c'était une histoire de pouvoir. Michael n'était pas seulement un père adoptif autoritaire. Il était un homme qui avait besoin que sa version du monde soit la version officielle. Et quand quelqu'un menace la version officielle, il ne menace pas seulement une histoire. Il menace une identité. Sarah comprit qu'elle ne pourrait plus obtenir la vérité en demandant gentiment. La vérité, si elle existait, ne viendrait pas d'une confession spontanée. Elle devrait être arrachée au système qui la retenait. Elle se tourna de nouveau vers les autorités, mais cette fois avec une approche différente. Elle ne venait pas en pleurant, elle venait avec des questions structurées, des incohérences, des éléments de comportement, des témoignages. Elle essayait de transformer l'intuition en matière. Mais elle se heurta à si mur que connaissant tous ceux qui cherchaient dans des dossiers anciens l'inertie. On lui répondit avec prudence. On lui parla du temps passe. On lui parla du manque d'éléments nouveaux. On lui parla. Parfois, avec un ton qui ressemblait à un conseil. Essayez de vivre. Cette phrase la frappa comme une gifle. Parce qu'elle comprit si qu'elle signifiait réellement, nous avons choisi de ne plus regarder. Alors Sarah s'y promit qu'elle regarderait à leur place, qu'elle deviendrait celle qui refuse l'oubli. Même quand l'oubli est confortable pour tout le monde, elle commence à parler plus publiquement. Pas pour faire du bruit gratuit, mais pour créer une pression. Une disparition prospère dans le silence, ou une disparition se conserve dans l'ombre. Si elle voulait une fissure, elle devait mettre de la lumière. La lumière rend les récits plus difficiles à manipuler. La lumière oblige les gens à choisir une position. Et cette lumière eut un effet étranger. Des personnes commencèrent à s'y manifester. Pas forcément avec des preuves, mais avec des impressions. Des souvenirs, des malaises anciens,
Je ne l'ai jamais dite. Mais, si genre de phrase est dangereux? Parce qu'il ouvre une porte, et une porte ouverte est impossible à refermer sans violence. Place les témoignages affluents. Place le portrait de Michel se durcissait. On parlait de surveillance, de contrôle, de comportements inquiétants, de menaces. Parfois, Sarah ne prenait rien pour acquis. Mais elle comprenait le motif. Les gens n'avaient pas parlé avant parce qu'ils avaient eu peur ou parce qu'ils ne voulaient pas se mêler d'une histoire familiale. Avec le temps, l'histoire n'était plus seulement familiale. Elle devenait un problème public. Et dans ce glissement, Sarah sentit quelque chose changer en elle. Elle cessa de se demander si elle avait le droit de douter. Elle avait le droit. Elle avait même le devoir si elle fut là. Dans cette étape, que la disparition d'Alissa devint transformatrice pour Sarah. Parce qu'elle comprit que la vérité, parfois, n'est pas une chose qu'on regrette. C'est une chose qu'on poursuit jusqu'à l'épuisement. Et que poursuivre la vérité peut vous coûter votre innocence, vos relations, votre sécurité, mais que ne pas la poursuivre vous coûte autre chose. Votre dignité. Elle commence à se demander si qui se passerait si elle allait trop loin. Si elle frappait au mauvais endroit, si elle disait le mauvais mot. Les histoires d'emprises familiales ont un point commun, elles punissent ceux qui parlent. Pas forcément par des coups, par l'isolement, par la disqualification, par la manipulation. On vous fait passer pour instable, obsède, ingrate. On transforme votre recherche de vérité en folie. C'est une stratégie ancienne, efficace. Michael jouait ci et joue là. Il commence à présenter Sarah comme une fille manipulée par la douleur, influencée par des récits extérieurs, incapable de tourner la page. Il lui refusait implicitement la légitimité. Il la ramenait à une émotion. Et Sarah comprit que c'était précisément cela, le danger. Si l'on réussissait à faire d'elle une émotion, on n'aurait plus besoin d'écouter ses faits. Alors elle serait dite, elle devint plus rigoureuse, plus froide, plus déterminée. Non pas parce qu'elle avait cessé de souffrir, mais parce qu'elle avait compris que l'émotion, dans ce combat, serait utilisée contre elle. Les années passaient, et le visage d'Alissa sur les affiches s'effaçait sous le soleil. Mais dans la tête de Sarah, il restait net. Douloureusement net. Il se surprenait parfois à imaginer Alissa à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans. Une vie parallèle, une vie qui aurait dû être. Et cette imagination, au lieu de consoler, coupait, parce qu'elle posait une question qu'aucun tribunal n'entend. Quel monde acceptait de perdre une jeune fille sans exiger des réponses, la confrontation se rapprochait. Lentement, pas sous forme d'une scène unique, mais sous forme d'un resserrement, Sarah gagnait en voix. Michael perdait en contrôle, ou du moins, son contrôle devait désormais travailler plus dur pour se maintenir, et quand un système doit travailler plus dur. Il commettait sérieux. Sarah le sentit. Elle sentit que quelque chose allait céder, pas parce qu'elle avait une épreuve finale, mais parce que les récits trop verrouillés finissent par se fissurer sous leur propre tension. On ne peut pas maintenir éternellement une version sans que quelqu'un. Un jour, trébuche se rendit-elle. Et dans cette attente, la peur se mélangeait à une autre émotion. Plus sombre, l'anticipation. Sarah commençait à comprendre qu'elle ne cherchait plus seulement Alissa, elle cherchait le moment où le mensonge, s'il existait, tomberait. Elle cherchait si point précis où le récit officiel se retournerait contre celui qui l'a construit, mais si moment. Quand il arrive, n'apporte pas toujours la paix. Parfois, il apporte une autre forme d'horreur. La confirmation. Sarah s'y se prête à penser.
Et si je découvre quelque chose que je ne peux plus oublier. Certaines vérités ne libéreront pas, elles accrescentent. Elles transforment votre vie en avant et après. Une seconde fois. Elles continuent importantes, parce que l'alternative est pire. Laisser Alice devenir un vieux dossier, un mystère. Une histoire qu'on racontait à distance. Sarah refusait cette distance. Elle voulait la vérité à hauteur humaine, à hauteur de sœur. Alors c'est la avanca, avec une discipline presque inhumaine. Voici point où l'histoire n'aurait pas le choix. Soit elle s'éclairerait, soit elle prouverait par son obstination même. Qu'elle avait été construite pour rester opaque, et dans cette avancée. Une chose devint certaine, la disparition d'Alissa n'était pas seulement un drame ancien. C'était une guerre de récits, et Sarah. Désormais, ne comptez pas perdre. Le premier choc, ce n'est pas toujours une épreuve. Parfois, c'est une fissure dans le décor. Une brèche si nette qu'elle oblige tout le monde à regarder la même chose au même moment, même ceux qui préféraient détourner les yeux. Pendant des années, la disparition d'Alissa avait été traitée comme une absence triste. Une affaire qui s'est refroidie, un dossier que l'on range dans un tiroir parce qu'il n'a pas de corps. Pas de témoin décisif, pas de scène nette. Une disparition qu'on expliquait avec le mot le plus pratique, fugue. Et puis, un jour, si mot commence à s'y décomposer, parce que le temps ne rend pas les choses plus claires. Il rend les mensonges plus confortables, il rend l'évasion plus rigide. Il permet à ceux qui parlent de plus fort de devenir les auteurs officiels de l'histoire. Sarah avait grandi dans cette rigidité. Elle avait appris à respirer dans une maison où les récits étaient déjà écrits, où l'on répétait les mêmes phrases comme si les répéter suffisait à les rendre vraies. Mais une histoire trop répétée finit par se transformer en bruit, et le bruit finit par fatiguer ceux qui l'entendent. Elle n'avait pas seulement une intuition, Sarah. Elle avait un poète dans la poitrine, une sensation que quelque chose d'essentiel se trouvait derrière les portes qu'on lui avait appris à ne pas ouvrir. Et plus elle tentait d'ouvrir ces portes par la parole, plus elle se heurtait à la même matière. Le contrôle dans les réponses. Dans le silence, dans la manière dont Michael réagissait quand le fil de l'histoire glissait entre ses doigts. Le monde extérieur, lui, ne voyait pas si contrôle comme elle le voyait, il le traduisait autrement. Un père strict, une famille compliquée, une adolescente difficile. Le monde aimait les cases. Le monde a besoin de catégories. Et fugue est une catégorie qui soulage tout le monde sauf ceux qui restent. Puis l'enquête se remit à bouger. S'il ne fut pas comme dans les récits où l'on découvre soudain une épreuve lumineuse, s'il fut plus administrative, plus Freud, plus abrupt, une réouverture. Un regard neuf, ou du moins. Un regard oblige de revenir sur ce qu'il avait laissé, et avec la réouverture. Une chose change immédiatement. Michael cessa d'être simplement le père adoptif. Il devint le dernier à l'avoir vu, et si simple déplacement de statut dans une affaire de disparition est une menace. Dans les jours qui suiviront, l'atmosphère dans la maison se modifia encore. Sarah le sentit avant même qu'on lui disait quoi que ce soit. On sentit genre de choses dans la manière dont les portes se ferment. Dans la façon dont la voix se durcit, dans le temps qu'elle prend un regard avant de se détourner. C'était comme si l'air s'était épaissi, comme si quelque chose de l'ordre s'était rapproché. Et puis, il y eut quelques journées où la maison ne fut plus seulement une maison. Des autorités, des uniformes, des voitures, des bruits de pas, des voix courtes, la sensation. Tout à coup, que les mouches qui avaient toujours protégé un récit comme un cahier à se faire inspecter comme une scène. Les tiroirs, les placards.
les objets, tout ce qui avait été banal devenait. Soudain, suspect. Sarah n'oublierait jamais, si sentiment précis, celui d'être dans son propre foyer et de ne plus le reconnaître. Comme si la maison se retournait contre elle-même, comme si les pièces, une à une, révélaient qu'elles n'avaient jamais été neutres. On croit toujours, au fond, que les choses les plus sombres se cachent loin de nous, dans des ruelles, dans des voitures, dans des lieux sans nom. On veut croire que le mal est un extérieur, mais c'est toujours là. Le mal, ou du moins l'ombre du mal, semblait sortir des endroits les plus domestiques quand ils trouvèrent ce qu'ils trouvèrent. La disparition d'Alissa changeait de nature. Ce n'était pas une boîte avec un indice délicat. Ce n'était pas une lettre. Ce n'était pas une photo oubliée. Qu'était un ensemble d'objets qui ne s'expliquent pas par l'amour ou le chagrin. Des objets qui parlaient de rage, de préparation, de violence potentielle. Comme si, sur le récit de la fugue, vivait un autre récit, plus dangereux, plus profonde, plus difficile à regarder. Sarah entendit des mots qu'elle n'avait jamais pensé associer à sa maison. Explosives, armies, plans, manifeste, et dans son corps. Quelque chose se mit à trembler, non pas par pure immédiate, mais par reconnaissance tardive. Comme si une partie d'elle avait toujours su que le contrôle n'était pas seulement une manière de parler, mais une manière de menacer, une manière de tenir le monde en respect. Tout prit alors une dimension vertigineuse, parce que la découverte ne répondait pas à la question où est Alissa. Mais elle répondait à une autre question, plus fondamentale. Dans quel type de maison Alissa vivait-elle vraiment? Dans quel type de monde était-elle enfermée? Dans quel type de peur les gens croire qu'une disparition est un événement isolé? Un accident, une rupture. Mais parfois, une disparition est la conséquence d'un climat. Un climat où le silence n'est pas un hasard, mais une stratégie? Si jour-là, pour Sarah, quelque chose se brisa définitivement. L'idée qu'elle devait ménager le récit familial. Le confort, même fragile, s'effondra et partit de ce moment-là. La maison ne pouvait plus être juste dure. Elle devenait potentiellement dangereuse. Et cette prise de conscience est l'une des plus terribles qui existent. Découvrir que ce qui devait protéger peut aussi détruire. Michael fut arrêté, mais pas pour Alissa. Pas encore, et cette nuance la fut une torture en soi. Parce que la réalité, parfois, est plus cruelle que les histoires. On peut être arrêté pour une menace future, pour des préparations, pour des plans. Et la disparition ancienne restait suspendue, comme si elle n'était pas probable. Comme si elle n'était pas suffisamment tangible pour être jugée. Sarah vivait alors une contradiction impossible. D'un côté, elle sentait que les découvertes confirmaient quelque chose qu'elle n'osait pas dire à voix haute depuis des années. La maison n'était pas saine. De l'autre, la justice ne lui offrait pas la réponse qu'elle cherchait. Le système reconnaissait une dangerosité. Mais il ne reconnaissait pas son drame principal, qui était comme si on lui disait « Tu avais raison d'avoir peur », tout en ajoutant « Mais nous ne pouvons pas dire pourquoi. » Michael entra dans le couloir de la justice. Et le monde apprit des choses qu'il ignorait. Les médias s'emparèrent du récit. Parce que le récit devenait vendable, la disparition. Le père adoptif, la maison, la découverte. Mais Sarah, elle ne regardait pas ça comme une histoire. Elle le vivait comme un effondrement. C'est que le monde découvrait avec fascination. Elle le découvrait avec nausée. Et il y avait une autre poison. La solitude. Car quand l'ombre devient publique, les gens réécrivent leurs souvenirs. Ils disent j'ai m'en doutais. Ils disent il était bizarre. Ils disent que ne m'étonne pas.
Come si la vérité, retrospectivement, était évidente. Mais Sarah savait que ce n'était pas vrai. Avant, les gens étaient saillants. Avant, les gens évitaient. Avant, les gens préféraient la paix à l'inconfort. Et cette hypocrisie tardive ajoutait une couche de rage, pendant que Michel était jugé pour d'autres faits. L'histoire d'Alice restait dans le même état, suspendue. Sans corpse, sans conclusion. Avec un récit de fugue qui, désormais, sentait le plastique brûle. Parce qu'une fugue ne s'accorde pas avec ce que la maison révélait d'elle-même. Une fugue est un mouvement, ICI. Tout parlait d'enfermement. Sarah commença à comprendre un mécanisme terrifiant. Il existe des affaires où la vérité n'est pas seulement une question de preuves, mais de seuil. Le seuil d'horreur qu'une société est prête à regarder en face, tant qu'on peut raconter une disparition comme une fugue. On évite de regarder le foyer comme un lieu de menace, tant qu'on peut dire elle est partie. On évite de dire on l'a fait taire. Dans les mois qui suivirent, l'absence d'Alissa devint encore plus lourde parce qu'elle s'accrochait à une nouvelle réalité. Michael, le homme qui contrôlait le récit, était désormais un homme que la justice considérait d'une autre manière. Comme dangereux, cette reconnaissance partit-elle donner raison à Sarah. Mais ne lui donnait pas Alissa, et la douleur la plus profonde. Souvent, est celle-là. Avoir raison ne ramène personne. Le temps passa. Michael purgeait une peine. Les années. Estrangement avancèrent avec cette lenteur particulière des drames non résolus. Sarah s'efforça de vivre, mais vivre ne voulait pas dire la même chose. Vivre, pour elle, signifiait porter l'affaire comme une seconde peau, répondre aux gens qui demandaient alors. On retrouve quelque chose avec cette même phrase qui finit par succéder. Non à l'intérieur. Pourtant, elle ne cessait pas. Elle changea de stratégie. Elle comprit que le système judiciaire seul ne suffirait pas. Parce que le système a besoin de matière solide, et la disparition d'Alissa avait été avalée par les premières années de négligence. Par la lenteur initiale, par le cadre de la fugue. Alors Sarah commença à produire une autre forme de matière, une matière narrative, mais rigoureuse, une chronologie. Des contradictions, des témoignages, des fragments. Elle avait appris quelque chose de précieux. Quand une vérité n'a pas de corps, elle doit avoir une voix. Mais donner une voix à une disparition, c'est aussi accepter la violence du regard public. Les gens commentent, les gens jugent, les gens comparent, certains soutiennent, d'autres soupçonnent. Sarah s'exposait. Et s'exposer dans une histoire familiale, c'est s'arracher à la dernière illusion de sécurité, cette exposition. Pourtant, faisait bouger quelque chose. Lentement, comme une pression qui s'accumulait. On commence à reparler d'Alissa autrement, plus seulement comme d'une fugueuse. Plus seulement comme d'un visage sur une affiche, comme d'une adolescente dont l'absence ne colle pas. Et dans cette nouvelle narration, un point revenait sans cesser. Michael avait été le dernier à la voir. Michael avait contrôlé le récit. Michael avait produit la note, la version, le cadre, et maintenant. Le monde savait que l'homme pouvait construire des scénarios de violence. Sarah s'est retrouvée avec une vérité paradoxale. Ce qu'on avait trouvé dans la maison ne prouvait pas ce qui était arrivé à Lisa, mais c'est le rendait. Soudain, l'inimaginable imaginable. Et une fois que l'inimaginable devient imaginable, la société ne peut plus dormir de la même façon. Pour Sarah, s'il y avait un tournant intérieur. Elle cessa de se demander si elle est allée trop loin. Elle cessa de craindre d'être celle qui dérange.
Elle comprit que le dérangement était l'unique chance de la vérité, parce que les mensonges se vivent dans la politesse. Ils se vivent dans la fatigue. Ils se vivent dans les phrases comme il faut avancer. Et elle n'avançait pas, elle creusait. Elle creusait dans les souvenirs, dans les archives, dans les témoignages, dans les dates. Elle cherchait ce qu'on avait fait en 2001. Elle cherchait ce que l'on avait accepté trop vite. Elle cherchait l'endroit exact où le récit de la fugue s'était imposé. Et pourquoi? Parce que si elle comprenait ce pourquoi, elle pourrait peut-être remonter plus loin. Jusque dans ce qui avait été étouffé, mais creusé. Dans une affaire comme celle-ci, revient toujours à une vérité simple. Le danger n'est pas seulement dans ce qu'on découvre, il est dans la réaction de ce qu'on met au pied du mur. Michael, même derrière des mousses, restait en présence une ombre, un centre de gravité, et Sarah savait, au fond, que tant que Michael serait vivant, tant qu'il aurait une voix, il continuerait de défendre son récit. Et un récit défendu avec acharnement peut devenir une armée. C'est fut à cette époque que Sarah comprit quelque chose d'autre. Plus intime encore, elle n'était plus seulement la sœur d'Alyssa. Elle était devenue la mémoire d'Alyssa, et être la mémoire de quelqu'un. Si s'accepte une responsabilité écrasante, cela signifie se lever chaque jour avec un homme sur la langue et une absence dans le corps. Cela signifie répéter sans cesser. Elle existait. Elle comptait. Elle n'est pas un dossier. Plus le temps passait, plus la disparition d'Alyssa cessait d'être un mystère pour devenir une accusation diffuse. Une question morale posée au monde. Comment une adolescente peut-elle disparaître ainsi? Et comment peut-on vivre avec une explication qui ne tient que parce qu'on l'a répétée à ces longs temps? La pression publique monte par vagues. Puis retomba, puis remonta. Les années sont ainsi, elles avalent l'indignation. Puis la recrachent quand quelque chose la réactive, Sarah apprit à se servir de ces vagues. À parler quand l'attention revenait, à rappeler les faits, à refuser l'oubli, et lentement. Inexorablement, quelque chose s'est mis à bouger du côté des autorités. Pas une révélation, pas encore. Mais un mouvement, une oreille plus attentive, une phrase qui change, une porte qui se rouvre à moitié. Sarah le sentit comme on sent un courant d'air avant l'orage. Elle comprit que les choses se rapprochaient d'un point de bascule. Parce qu'un homme peut contrôler un récit long temps, mais pas éternellement. Surtout quand la personne qui le conteste refuse de s'épuiser, et puis vient cette période où la voix de Sarah commence à dépasser le cercle des proches. Elle parle plus forte, pas en criant, en répétant, en insistant, en racontant. Elle transforme la disparition en histoire continue. Non pour divertir, mais pour empêcher le monde de l'arranger. Elle fait ce que les institutions, parfois,